Pourquoi on n'atomiserait pas l'Australie? Bah ouais, on pourrait les atomiser. On a sorti la grosse équipe là ce week-end. Perso, j'y crois pas du tout. En réalité, les deux équipes, elles veulent une victoire tout simplement parce que si ça te permet d'avoir la paix quand tu termines ta préparation. Tu t'imagines l'Australie elle perd, ça ferait le 5e match d'affilée qu'ils perdent avec Eddie Jones. En réalité, les deux équipes elles veulent la victoire pour pouvoir avoir la paix pour terminer la préparation pour la Coupe du Monde. Parce que s'il y a une défaite pour la France, je pense que tout le monde va s'amuser à mettre de l'huile sur le feu. On va tout remettre en question, les choix de Galtier sur les 33, le projet de jeu, on n'est pas prêt, ceci, cela. Et si l'Australie perd, eh bien ça change rien pour Eddie Jones. Je te situe le contexte. Eddie Jones, il se fait se débarquer de la sélection d'Angleterre en décembre pour manque de résultats. Du coup, la fédération australienne vire Dave Rennie, qui s'occupait de la sélection australienne, pour le remplacer par Eddie Jones. À 8 mois de la Coupe du Monde, c'est un pari risqué quand même, parce que tu changes toutes les méthodes d'entraînement, mais ça reste un choix qu'ils font. Du coup, Eddie Jones, il a que 5 matchs pour préparer la Coupe du Monde avec l'Australie. Il en a déjà perdu 4, dont une défaite à domicile contre l'Argentine, mamaï, et il se fait assassiner par toute la presse dans tout le pays. Donc là, il n'est pas vraiment une défaite près quand il va jouer contre le 15 de France. Le rugby australien, il va pas très bien, à l'instar du rugby néo-zélandais, où il y a des gros problèmes financiers. Il y a peu de monde qui se déplace dans les stades, et donc du coup, au bout d'un moment, les clubs, il faut payer les joueurs, t'as les déplacements, etc. Et même dans leur championnat, tu as les provinces sud-africaines qui se sont éjectées et qui vont jouer du coup contre les provinces irlandaises et en Champions Cup. Et là, on a l'Australie qui demande 1 million pour pouvoir jouer contre la France. Puisque l'ancienne gouvernance de la France leur avait proposé, à la limite ça peut-être, et tout le monde crie en scandale, ouais mais le rugby c'est devenu un business. Non mais attends, au bout d'un moment, les joueurs tu les payes, les avions tu les payes, l'hébergement à l'hôtel tu le payes. Et quand t'as 60 joueurs qui prennent l'avion, qu'il faut les faire dormir à l'hôtel, manger au restaurant, etc. Mais en fait c'est des coûts pour la fédération. En tout cas, bonne nouvelle, ils ont trouvé un accord et on va voir le France-Australie qu'on nous avait promis. Parce que s'il n'y avait pas le France-Australie, je pense que ça aurait foutu le bordel dans la préparation de la France et de l'Australie. Donc oui, le business, ça fait partie du sport et c'est quelque chose qu'il faut accepter, comme les noms sur les maillots. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te donner un avis très personnel et en même temps, j'ai découvert une émission qui parle rugby, qui est à 18 h tous les lundis, qui s'appelle Le Petit Bureau. C'est fait par un mec qui s'appelle Emeric et qui présente les avant-matchs de l'équipe de France, du coup, sur le terrain, à côté des joueurs du 15 de France, etc. Il anime ça avec des journalistes sportifs qui, du coup, eux, sont des professionnels du journalisme et leur émission est très bien parce que c'est basé énormément sur l'échange. Donc je vais te mettre le lien dans les commentaires si tu veux aller jeter un coup d'œil tous les lundis à 18 h. Franchement, c'est bien sympa. Allez, avant de voir la vidéo, tu fais comme d'hab, tu me lâches ton meilleur pouce bleu, comme ça t'es sûr qu'il y aura le pouce bleu même si tu quittes avant la fin. Et en même temps, j'en profite pour faire une petite dédicace au club de Vincennes en région parisienne. J'ai eu le président au téléphone là qui a un super projet et il va même m'envoyer une casquette que je vais pouvoir mettre sur la collection. Allez, on y va ? Tout d'abord, l'Australie, elle se fait cracher dessus par tous leurs médias. Et ça, pour moi, c'est une force. Une très grande force. Parce que quand il n'y a personne qui crie en toi, chez toi, ça va susciter des émotions. Je suis même sûr que ça suscite de nombreuses émotions. T'es joueur professionnel, tu évolues dans les meilleurs clubs du monde. Tu fais partie de l'élite de ta nation dans cette discipline qu'est le rugby. Tu as de l'ego, c'est normal. Si t'es là, c'est parce que t'es meilleur que les autres. Mais bien sûr, t'es passé par tous les processus de sélection pour en arriver ici. Et attention, avoir de l'ego, c'est pas forcément péjoratif. Si tu ne penses pas sur un terrain de rugby que t'es meilleur que ton adversaire et que sur le contact c'est toi qui vas le dominer, si t'as pas d'ego c'est un peu compliqué quand même. Et quand tu te fais descendre par tous les médias dans ton propre pays et que tu prépares une coupe du monde, bien sûr que ça t'atteint, bien sûr. C'est ton métier, tu te remets en question et du coup t'as toutes ces émotions négatives qui te traversent. Soit tu sombres totalement avec ces émotions négatives, soit tu vas t'en servir. Tu t'en sers pour t'entraîner, pour progresser, pour te battre, resserrer ton groupe et avancer en étant soudé. Et j'ai aucun doute que Eddie Jones, il se nourrit de ça et même lui, il aime bien mettre de l'huile sur le feu. Et les joueurs australiens, ils sont très forts. Mentalement, tu as des champions qui sont capables d'encaisser. Et oui, ils ont perdu 4 matchs et tout le monde les enterre. Mais est-ce que quelqu'un s'est posé la question de savoir s'ils étaient dans le dur physiquement? Parce que autant nous, au mois de juillet, la France, on a fait 6 semaines de physique et tu le sens sur les 2 premiers matchs contre l'Écosse, t'es quand même un petit peu dans le dur. Là, sur le dernier match contre les Fidji, tu commences à retrouver des rythmes, tu recommences en fait, je pense, les joueurs, ils recommencent tout simplement à toucher du ballon. Et donc du coup, il faut le temps pour que ça vienne. En revanche, les Australiens, eux, c'est au mois de juillet où ils ont fait leurs 4 matchs. C'est pas au mois d'août, là c'est leur 5e et dernier match qu'ils font. Donc ça veut dire que physiquement, c'est pas au mois d'août où ils se préparent, ils ont dû se préparer en juin. Donc effectivement, ils étaient peut-être aussi dans le creux de la vague. Et pendant le Rugby Championship, sur leurs 3 premiers matchs, je les ai pas trouvés exceptionnels dans le jeu. Mais le dernier match qu'ils sont allés jouer en Nouvelle-Zélande, ils ont été extraordinaires. Quand je te dis extraordinaire, ils ont mis une intensité folle. Il n'y a pas eu énormément de variations en attaque comme on avait l'habitude de le voir avec Dave Rennie. Donc c'est Eddie Jones, c'est
exactement comme l'Angleterre en 2019, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu n'es pas assez bon dans le jeu, eh ben, tu vas resserrer en mettant plus de vitesse et d'intensité. Mais alors là, ils ont compensé avec de la vitesse sur toutes leurs courses. C'était impressionnant. C'était extrêmement violent sur toutes les collisions et tu sentais en fait qu'il y avait cette volonté de gagner, de faire mal. Et moi, je les ai sentis vraiment très très forts, l'Australien. Et ça a fonctionné parce qu'ils mènent quand même 14-0 contre la Nouvelle-Zélande. Le match, ils vont le perdre 23-20 en prenant une pénalité à 7 minutes de la fin. Donc oui, l'Australie, c'est un très grand adversaire et on ne va pas leur mettre une pilule. Par contre, le match, il va nous mettre dans l'ambiance de la Coupe du Monde, ça c'est sûr. Côté français, les mecs, je pense qu'aux entraînements maintenant, autant ils en touchaient pas du tout en juillet, mais là, ça doit commencer à toucher pas mal de ballons et je pense que ça sera une belle répétition pour les deux équipes avant de rentrer dans la compétition. Après, côté australien, ils ont eu aussi des coups durs. Ils ont perdu leur pilier gauche et capitaine à la Toa. Derrière, ils perdent un monstre qui est Daniel Atupu, mais j'ai découvert du coup le numéro 3 en pilier gauche, le 3e joueur dans le ranking, Angus Bell, et franchement, je suis pas trop inquiet pour eux parce que Daniel Atupu, là, il va rentrer. Et ben, Angus Bell, le numéro 3, il est vraiment pas marrant, hein, ça rebondit sur les contacts, ça break. Et il y a un joueur que j'apprécie de plus en plus. Et ouais, je vous fais un petit topo sur les joueurs que j'aime, comme ça, quand vous allez regarder le match, vous allez pouvoir y faire attention. C'est Nawaqani Tawase. Ouais, t'as bien entendu, Nawaqani Tawase. Il est exceptionnel. C'est un ailier qui a 22 ans, mesure 1m96, donc il fait partie des grands formats, et il pèse 96 kg. Par contre, il a ce côté ultra athlétique et fin. Dans les airs, moi je le trouve très bon, c'est-à-dire que ça s'engage et forcément 1m96, paf, tu viens claquer les ballons, etc. Et surtout, t'as l'impression que c'est une anguille sur le terrain. Il a cette capacité à être dur au contact. Il vient rebondir sur les mecs, repartir et il se faufile à travers des micro-espaces. Il est impressionnant. Donc le mec, il est dense et en plus il est gazé ou gazif. Quand tu le vois jouer, c'est très impressionnant et il aime bien lui venir agresser les leaders défensifs sur les bords des rucks. Et donc du coup, tu vas le voir, il va traîner dans l'axe des rucks. Et évidemment, ça fait partie du game plan parce que tu cherches à attaquer ces leaders défensifs. Mais quand tu as un joueur comme ça, c'est intéressant de voir jusqu'à quel point eux, ils l'utilisent pour pouvoir attaquer ces zones-là. Et quand tu l'opposes à des profils plus lents, bah lui, il s'amuse. Hein. Et sur l'autre aile, il y a Koro IBT et lui, je le présente plus. C'est juste un monstre physiquement et bah, c'est un des darons de l'équipe d'Australie. Leur centre du terrain, il est très jeune avec des joueurs comme Petaya qui ont pris énormément d'expérience. Mais j'avais déjà présenté l'Australie sur une vidéo et donc je vais pas revenir dessus. Mais l'Australie a vraiment une très belle équipe et je vous le dis, moi, elle est sous-cotée. Cette équipe, ça m'étonnerait même pas qu'elle aille jusqu'en finale de la Coupe du Monde. Paf. Alors là, tu vas me mettre un tir dans les commentaires. Et ouais, si l'Australie est championne du monde, par contre, tu peux venir tipser sur cette vidéo. Bah ça y est, maintenant la compo de l'équipe de France. Pourquoi est-ce qu'on envoie la grosse équipe? Tout simplement, c'est la dernière répétition avant la Coupe du Monde. Les mecs, ils ont besoin de prendre du temps de jeu. Par contre, je pense que tu vas quand même gérer leur temps de jeu et qu'il va y avoir des rotations assez rapides dans le match. En première ligne, tu pars avec Gros, Marchand et Antonio. L'ancien, il a besoin de jouer pour être dans l'ambiance. Tu sais que ça va tourner avec Aldeguerri. En première ligne, tu pars avec Gros, Marchand et Aldeguerri. Même si Antonio, il a besoin de jouer, l'ancien, tu le préserves un peu quand même. En seconde là, t'as Flamand et Will MC. Au calme. En troisième ligne, Cross, Olivon et Aldrit. Même si Aldrit, il commence à enquiller beaucoup, c'est lui-même qui te le dit dans la presse. Il est là, non mais moi j'ai besoin de jouer en fait pour que ça rentre. Vas-y mon pote, moi j'ai envie d'avoir un grand Aldrit à la Coupe du Monde. À la charnière, il n'y a pas de surprise avec Dupont et Jalibert. Et ouais, il n'y a pas de surprise, Jalibert c'est ton numéro 1 pour la Coupe du Monde. En tout cas pour le début de la Coupe du Monde. Derrière, peut-être que les cartes seront rebattues pendant les phases de poule, mais tu commences avec Jalibert et c'est normal. Mais pour le moment, il n'y a pas de raison. Et derrière, j'ai envie de te dire, bah, c'est du classique. T'as Danty et Ficou au centre, Penaud Villiers sur les ailes et Ramos à l'arrière. Bah ouais, c'est comme ça. Le banc, il est intéressant. Tu prépares la suite et notamment au poste de pilier avec Taofi Fenua qui est là et qui du coup intègre le groupe alors et l'équipe puisqu'il n'avait pas joué depuis 2017, je crois. Et oui, les piliers, on n'a que deux gauchers pour le moment parce que bah il a le genou, je crois, dans la boîte à gants. Et donc si jamais il y a encore un blessé, bah, même si on a un droitier qui peut passer à gauche, il te faut quand même des piliers. Après, il y a Biel Biarré, lui, il prend son XP Express. Hein. Le mec, 4 feuilles de match en 4 matchs de préparation de Coupe du Monde, c'est le seul, je crois. T'as Couillou qui, bah, maintenant qu'il est dans les 33, bah ouais, Lucu, tu sais que c'est ta valeur sûre. Par contre, il faut que Couillou y joue aussi. On a Movaka qui, lui, devrait rentrer sûrement au centre ou peut-être demi de mêlée en cours de match, on sait plus trop maintenant. Woki à l'ouverture. Et on a Boudéan et Jaminet aussi qui viennent gratter du temps sur la feuille de match. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce qu'ils ont besoin de prendre du temps de jeu. On sait qu'ils vont rentrer, ils sont dans les 33, ils vont rentrer un moment en Coupe du Monde. Et s'ils rentrent, ça sera sûrement pas en phase de poule, ça sera en phase finale quand il va y avoir de la casse. Parce que je suis pas sûr qu'ils arrivent à bouleverser la hiérarchie d'ici là. Mais donc du coup, ils ont besoin de jouer. Et pour tous ceux qui s'y attendaient, c'est sûrement aussi qu'on va voir Ramos à l'ouverture peut-être. Et ce qui va être intéressant vraiment sur ce match, je pense qu'on va avoir 40 minutes avec énormément d'engagement, beaucoup de rythme, etc.
et que en revanche, la deuxième mi-temps, je pense que des deux côtés, les coachs, ils vont faire tourner, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, tu as vu ce que tu voulais voir, il y a des choses que tu dois valider en une mi-temps, mais le résultat pour moi importe peu. Pour la plupart des gens, ça importe, et bien sûr, tu as envie d'avoir une victoire, mais ce que je veux dire, c'est que ce que tu vas retenir de ce match-là, les enseignements que le staff va tirer, je pense pas forcément que c'est d'un point de vue comptable, même s'ils nous le disent, oui, il faut gagner les matchs, et effectivement, pour l'engouement, etc., c'est très important, mais je pense qu'ils vont finir de valider certaines choses sur le travail qu'ils font sur le jeu. Et après, derrière, il y a 2 semaines et tu pars sur les Blacks. Un gros merci à tous ceux qui me soutiennent, ça me fait plaisir en ce moment, les vidéos, je sais pas pourquoi, elles sont plus vues, et c'est peut-être l'engouement de la Coupe du Monde. Ça me fait vraiment plaisir, je suis pas habitué à faire des formats comme ça, et donc hésite pas à me dire si tu as des retours à faire, si tu trouves ça bien, pas bien. Si par contre c'est pour m'écrire des commentaires, non mais arrête de mettre des pubs, bah en fait si tu payes pas mes factures, me dis pas ça. Ben je mets des pubs, j'essaye de me débrouiller comme je peux pour payer les factures mon loulou. En tout cas un gros merci à tous ceux qui me soutiennent, et on se revoit à Anglette, allez topette.